Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission consacrée à la 4ème République. Dans l'épisode précédent, nous évoquions cet objet institutionnel étrange qu'était le régime de Vichy. C'est le général Charles de Gaulle, emblématique figure de la résistance, qui prend les rênes du pays lorsque Vichy s'effondre en 1944. De Gaulle est alors à la tête d'une entité politique nouvellement créée, le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française. Ce gouvernement sera le trait d'union entre la 3e et la 4e République, et c'est pourquoi nous allons tout de suite nous y intéresser. Rude période pour le général, puisqu'il doit remettre la France sur les bons rails, tout en réfléchissant à une réorganisation des institutions, celle de la 3ème République ayant été dévoyée. En rétablissant la République et en instaurant le GPRF, De Gaulle entend d'abord signifier aux Alliés que les Français reprennent personnellement en main le destin de leur propre pays. C'est un point important puisque les Américains avaient initialement prévu d'administrer directement la France, qui aurait été ainsi placée sous une sorte de tutelle. En effet, les Américains avaient pris soin d'imprimer et prévoyaient de faire circuler de nouveaux billets et timbres-poste, en remplacement de ceux qui préexistaient alors en France. Cela peut paraître anecdotique, mais il faut avoir en tête que le fait de battre monnaie, en bref, d'éditer son propre argent, est un élément de souveraineté fondamental d'un État, au même titre, par exemple, que de posséder une armée. En outre, l'institution du GPRF vise à rendre comme nulles et non avenues toutes les réalisations du régime de Vichy, et ce, depuis le 16 juin 1940, date, on le rappelle, de l'accession au pouvoir de Philippe Pétain. Dans la pensée du général, la France de Vichy, la collaboration avec l'Allemagne, tout ça n'incarne pas authentiquement la France. Ce sont des errements à ignorer. Donc, par le biais d'un texte juridique, à savoir l'ordonnance du 9 août 1944, le général de Gaulle va notamment déclarer la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, celle qui donnait les pleins pouvoirs à Pétain, comme étant rétroactivement nulle. On considère alors qu'elle n'a tout simplement pas existé. De même pour les actes pris par le gouvernement du régime de Vichy, sauf ceux jugés nécessaires pour la continuité de la nation et autres questions pratiques. Autrement dit, entre 1940 et 1944, c'est bien la France libre, le mouvement résistant gaulliste, qui prit le relais de la 3ème République pendant la guerre, sorte de prolongement de cette dernière. À l'occasion du gouvernement provisoire, De Gaulle va concrétiser tout un tas de mesures. Certaines ont déjà été programmées avant sa mise en place, avant que la France ne soit libérée. L'un des chantiers prioritaires est de redéfinir l'architecture institutionnelle et démocratique du pays. C'est donc l'objet d'un autre texte juridique au libellé assez explicite. L'ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération. Le texte prévoit alors qu'une assemblée constituante devra être élue à la libération. Fait inédit et d'importance, le texte prévoit également que le suffrage universel serait étendu aux femmes. Elles voteront pour la première fois à l'occasion des élections municipales des 29 avril et 13 mai 1945. L'ordonnance prévoit en outre de progressivement dissoudre les divers organes et assemblées mis en place par le régime de Vichy, régime d'ailleurs désigné comme étant l'usurpateur. Le général de Gaulle confirmera ensuite, au milieu de l'année 1945, que le peuple sera consulté pour savoir quelle sera sa nouvelle constitution. À cette époque, la question majeure qui se dessine est relativement simple. Faut-il revenir à la 3ème République ou est-il plus opportun d'élaborer une nouvelle constitution ? Pour la grande consultation nationale à venir, le GPRF retient la date du 21 octobre 1945. Le jour J, les électeurs sont d'abord invités à désigner une nouvelle assemblée. Concomitamment, intervient un référendum à 2 questions. À la première question, voulez-vous que l'assemblée élue ce jour soit une assemblée constituante ? 96,4%
des suffrages exprimés répondent positivement. On assiste donc à un net rejet de la Troisième République. Le peuple veut partir sur une nouvelle base constitutionnelle. Puis, une deuxième question est posée. Approuvez-vous l'organisation provisoire des pouvoirs publics indiquée dans le projet qui vous est soumis? Le projet en question prévoyant de limiter les pouvoirs de l'Assemblée élue. Là encore, le oui l'emportera assez nettement, à hauteur de 66,3%. Toutefois, l'on remarquera par comparaison que les deux sujets ne suscitent pas la même adhésion. Une part non négligeable des Français souhaite disposer d'une assemblée toute puissante. On constate d'ailleurs dans les chiffres une percée du vote communiste. L'Assemblée constituante dispose ensuite de 7 mois pour soumettre au peuple un projet de constitution. Elle possède aussi l'initiative des lois qu'elle partage avec le gouvernement, ce dernier étant responsable devant elle. L'Assemblée peut donc renverser l'équipe gouvernementale. À l'approche de l'année 1946, la France se prépare à rentrer dans une nouvelle ère, celle de l'après-guerre. Les discussions autour du nouveau régime vont bon train et les désaccords sont nombreux. Au point que la nouvelle année démarre avec l'explosion d'une bombe. Convaincu que sa vision ne pourrait triompher, le général de Gaulle démissionne de sa fonction de chef du gouvernement le 20 janvier 1946, alors même qu'il avait été maintenu dans ses fonctions quelques mois auparavant. Un premier projet de constitution est ensuite proposé en avril. En bref, il y est prévu de concentrer les pouvoirs dans les mains d'une assemblée monocamérale. Autrement dit, le pouvoir législatif ne serait incarné que par une seule chambre, en l'espèce l'Assemblée nationale. Le 5 mai, les Français rejettent le projet par référendum, le non ayant remporté 53% des suffrages. Du coup, la loi impose que les électeurs désignent une nouvelle assemblée constituante pour présenter un nouveau projet, ce qui est chose faite le 2 juin 1946. Le 16 juin, le général de Gaulle reparaît à l'occasion de festivités à Bayeux, une ville de Normandie parmi les premières à être libérée du joug allemand. Il va y prononcer un discours d'une grande importance puisqu'il va exposer sa vision de ce que devrait être l'organisation constitutionnelle de la France. Il commence alors à esquisser ce que deviendra notre régime actuel. Par ce discours de Bayeux, il souhaite bien sûr influencer l'opinion, et espère ainsi que ses idées soient reprises dans le projet de constitution, lui qui méprisait la Troisième République. Au-delà de la valeur historique de son propos, je vous recommande vivement d'aller écouter, voire mieux, d'aller visionner ce discours. Fin septembre, un nouveau projet est achevé par la Constituante, cette fois-ci accepté le 13 octobre par une courte majorité de 53% des Français. L'abstention est aussi élevée, avec 31% d'abstentionnistes. On peut y voir une forme de lassitude ou de résignation d'une partie du corps électoral. La période de transition étant ainsi terminée, il est désormais temps d'étudier l'organisation mise en place par la nouvelle Constitution. C'est parti! La 4ème République voit donc le jour le 27 octobre 1946. Bien que ce soit un régime avec ses spécificités propres, on pourrait aussi, sur pas mal de points, l'appeler la 3ème République bis. De ce fait, ce que je vous propose, c'est de passer en revue les aspects vraiment inédits du nouveau régime. D'emblée, je vous l'annonce, les idées du général de Gaulle auront tout simplement été ignorées. À partir de cette époque, il va d'ailleurs peu à peu s'effacer pour ensuite disparaître des écrans radars pendant une bonne décennie, retraite que l'on nommera la traversée du désert. En préambule du nouveau texte constitutionnel, on pourrait dire en introduction, les constituants ont placé nombre de principes qu'ils jugeaient importants et ont fait un choix fort en symbolique en y incorporant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Au lendemain d'une guerre atroce, il est aisé de comprendre cette volonté de replacer l'être humain au centre des choses. Placer ce texte en préambule lui confère un poids juridiquement très important, puisque celui-ci
Étant rattaché à la norme constitutionnelle, il va pouvoir bénéficier de la primauté de celle-ci sur les autres règles de droit et ainsi les influencer. Hiérarchie des normes oblige. Si ce mécanisme vous paraît obscur, je vous invite à aller visionner mon format court sur ce sujet. Au final, on reste globalement dans le droit fil des avancées sociales de la Troisième République et du GPRF. Le Parlement est bicaméral, donc doté de 2 chambres, l'Assemblée nationale d'une part et le Conseil de la République d'autre part. Cependant, nous verrons qu'il s'agit d'un bicamérisme inégalitaire. Les membres de la première chambre, l'Assemblée nationale, sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct. Les membres de l'autre chambre, le Conseil de la République, sont élus pour 6 ans au suffrage universel indirect et renouvelés par moitié tous les 3 ans. Une partie d'entre eux est désignée par l'Assemblée nationale. Le Conseil de la République est une sorte de cercle de réflexion qui n'a qu'un rôle consultatif, puisqu'il se borne à émettre de simples avis sur les projets et propositions de loi votés par l'Assemblée nationale. Le Conseil possède cependant un peu de pouvoir puisqu'il participe à l'élection du président de la République aux côtés de l'Assemblée nationale. Il participe également à la composition de certains membres du comité constitutionnel. Ce qui n'est pas négligeable, puisque ce comité est chargé d'une mission importante, celle d'examiner si les lois votées par l'Assemblée nationale supposent une révision de la Constitution. Là où l'Assemblée nationale apparaît comme nettement supérieure, c'est lorsque l'on s'intéresse à certains points clés du régime. D'abord, seule cette chambre vote les lois. Ensuite, le texte constitutionnel nous précise que les ministres sont collectivement responsables devant l'Assemblée nationale de la politique générale du cabinet et individuellement de leurs actes personnels. Il existe ainsi une hiérarchie évidente entre les 2 chambres du Parlement, le Conseil de la République apparaissant clairement comme inférieur à l'Assemblée. Donc, sur certains aspects, nous pourrions discuter la nature véritablement bicamérale du pouvoir législatif. Du côté du pouvoir exécutif, nous avons toujours un président de la République élu par le Parlement pour une durée de 7 ans et rééligible qu'une seule fois. Le président en version 4ème République sera en pratique aussi faible que sous la 3e. Il désigne un président du Conseil qui dirige les ministres composant son cabinet, donc l'équipe gouvernementale. Et il est crucial pour le président de la République de bien choisir son président du Conseil. En effet, chacun des actes du président de la République doit être contresigné par le président du Conseil et par un ministre. Autrement dit, il doit recueillir pour chaque acte leur signature. De plus, le président de la République ne participe pas activement aux négociations internationales, puisque la Constitution nous dit qu'il en est juste tenu informé. Et si le président ne promulgue pas les lois en vue qu'elles puissent être exécutées, le président de l'Assemblée nationale peut très bien le faire à sa place. On ne peut donc pas dire qu'il dispose d'un droit de veto. En réalité, vous l'aurez deviné, le véritable chef de l'exécutif est le président du Conseil. Contrairement à la Troisième République, ses missions et ses pouvoirs sont clairement établis par la Constitution. Il assure l'exécution des lois, nomme un grand nombre d'emplois civils et militaires, assure la direction des forces armées et coordonne la mise en œuvre de la défense nationale. Je rappelle que dans un premier temps, le président du Conseil est désigné par le président de la République. Souvent au prix de tractations. Lui et son gouvernement tout entier doivent ensuite obtenir l'investiture de la majorité simple des membres composant l'Assemblée nationale. Et là, je vous ai présenté l'investiture simplifiée par une révision constitutionnelle en 1954. Avant, c'était plus complexe. Il est important de souligner que l'instabilité ministérielle reparaît avec son lot de querelles, sa nécessité de s'accorder entre les mouvements politiques, etc. En effet, il est en pratique plus simple de renverser un gouvernement que de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui est toujours possible. Parfois, le président du Conseil démissionnait sans y être contraint par les règles constitutionnelles, précocement usées par ses fonctions et autres chamailleries des partis politiques. La 4ème République aura ainsi connu 24 gouvernements, la plupart ne durant que quelques mois, chose impensable de nos jours.
Le problème également, c'est que la représentation à l'Assemblée nationale se fait à la proportionnelle. Sans rentrer dans le détail, retenez que cela favorise le multipartisme. Aujourd'hui, vous avez 2, voire 3 partis politiques qui dominent le Parlement, ou en tout cas qui pèsent. Mais à l'époque, c'était une tendance à la multiplicité des forces politiques, ce qui rendait difficile la mise en place d'une majorité nette et établie. Et puis, ce genre de régime aboutit à des situations assez cocasses, du style René Coty. René Coty, oui, le fameux René Coty, élu seulement en 13 tours de scrutin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est 13 tours. Aujourd'hui, tout est réglé en 2 tours maximum. Alors le régime va bien sûr mettre en place des outils pour que la vie institutionnelle soit rationalisée, mais ils se révéleront insuffisants. Précisons tout de même que la 4ème République, à l'instar de la 3e, disposait étrangement d'une forme de stabilité dans l'instabilité. En effet, si tout ou partie du personnel gouvernemental était fréquemment renouvelé, c'était souvent les mêmes têtes qui intégraient l'effectif ministériel. Par exemple, François Mitterrand, 11 fois ministre. À force de renversement, il était normal que, régulièrement, les mêmes têtes reparaissent. Il faut dire que même s'il y a des tas d'élus et de politiciens, ils ne représentent qu'une partie infime de la population. Le panel pour choisir est donc réduit. Et puis, tout n'est pas à jeter dans la 4ème République. Des choses sont accomplies, des projets menés à terme. Citons par exemple les débuts de la future Union européenne avec le traité CECA, puis celui de Rome en 1957, déjà abordé sur cette chaîne, ou tout simplement la reconstruction du pays. Quoi qu'il en soit, à l'approche des années 60, le régime porte en son sein les éléments qui peuvent le mener à sa perte. Chose qui arrivera en 1958 sur fond de drame militaire. Mais ça, nous le verrons la prochaine fois. Cet épisode est désormais terminé, merci de l'avoir suivi. La prochaine fois, eh bien ce sera le dernier épisode de cette série de vidéos. La fin d'un cycle, mais aussi l'amorce d'un nouveau. Vous verrez tout cela en 2024. Au menu de la prochaine émission, nous parlerons de l'émergence du régime actuellement en vigueur, la 5ème République. Vous verrez, c'est pas mal. En attendant le final de la série, si vous aimez le contenu proposé sur cette chaîne, je compte sur vous pour la promouvoir en vous abonnant, en aimant cette vidéo ou encore en la partageant. Merci et à bientôt. Ciao.